un grand cabinet d'audit avait transmis un- une fois que je me lance là-dedans. Si. Ah oui, oui, oui. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un qui a littéralement façonné le paysage du recrutement et du leadership en Suisse. Romain Buob est le directeur général de Grant Alexander Suisse, un groupe RH français qui a racheté la très belle maison Futura 21 pour s'ancrer durablement ici. Après la Suisse romande, il débarque maintenant à Zurich pour chasser des têtes, coacher des dirigeants et accompagner les entreprises en interim management. Et oui, la première fois qu'il m'a parlé d'interim management, j'ai fait semblant de savoir ce que c'était. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et ça joue de plus en plus un rôle archi important dans le paysage économique. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour continuer à faire grandir la communauté. Si vous croyez à l'effet papillon, il y a de fortes chances que Romain ait joué un rôle, sans même le savoir, dans la création même de Basis Point Channel. Ouais, il y a 20 ans, c'est lui qui m'a placé dans mon tout premier job en banque. Bref, on lui doit peut-être un petit bout de l'aventure Basis Point et aujourd'hui, on va le découvrir ensemble. Allez, let's go. Franchement, Romain Buob, depuis 2008, est-ce qu'on peut dire que l'industrie financière a un peu passé ses beaux jours? Tout a vraiment beaucoup évolué, tout a changé de l'intérieur. Vous qui le voyez depuis 15, 20, 30 ans, comment est-ce qu'elle a changé cette industrie? Alors, écoutez, je dirais pas que c'est la fin des beaux jours, parce qu'il n'y a qu'à regarder la santé de la place financière suisse, genevoise, zurichoise. Donc, elle a évolué, mais on va dire que le monde a évolué, la banque a évolué également, les attentes des clients ont également énormément changé, donc les profils des gens qui travaillent pour ces clients ont dû évoluer. Donc c'est clair que la place financière a subi et a été extrêmement résiliente pendant toutes ces années. On parle du secret bancaire, qui était quand même, surtout pour Genève, en particulier pour Genève, quand même le socle de l'activité, un des socles, on va dire, de l'activité bancaire du canton. Alors, on vous a entendu à la RTS il y a quelques jours, vous parliez justement de la résilience de la place genevoise à la mort du secret bancaire. Comment est-ce qu'elle a fait pour transcender cet avantage qu'elle n'avait plus? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande partie des clients qui sont restés fidèles à la place financière genevoise, qui n'étaient pas uniquement ici pour des raisons d'optimisation fiscale, on va le dire, mais qui étaient là aussi pour la qualité du service. Les concurrents de la place financière genevoise n'ont pas, ou suisse, n'ont pas la même tradition. Qu'on parle de Hong Kong, qu'on parle de Dubaï, qu'on parle de Singapour, qui ont été et qui sont toujours des concurrents de la place financière. Donc il y a la qualité du service, la stabilité quand même économique du pays. Oui, donc tout ce qu'on vend historiquement, au-delà de juste venez cacher votre argent chez nous. Exactement, si on peut le dire comme ça, ce qu'on vend historiquement est resté. Et puis on voit que la place financière a réagi aussi avec des certifications de connaissances aussi pour les banquiers qui sont en contact avec la clientèle. Donc on a placé des standards, il est vrai, un petit peu plus élevés ou bien plus élevés et qui répondaient aussi aux attentes des clients. Peut-être pour ajouter là-dessus, on a vécu longtemps avec une clientèle en Suisse qui était une clientèle d'entrepreneurs suisses ou étrangers, des self-made men, on va dire, et qui aujourd'hui, fortune faite, ont laissé la gestion peut-être de leurs affaires en héritage à leurs enfants, et leurs enfants, eux, ont fait les plus grandes écoles et ont donc d'autres connaissances et d'autres façons de challenger en quelque sorte leurs banquiers. Donc les banquiers sont adaptés, c'est clair. Et vous, en tant que recruteur, donc vous avez accompagné certains gestionnaires de fortune dans cette transition, dans cette j'ai pas envie de dire professionnalisation, mais ce upskilling de la place financière? Ouais, alors dans mes différentes activités, à côté du recrutement, au niveau de la formation, bien entendu, et puis, bien entendu, on a accompagné surtout, je dirais nos clients, les banques et les sociétés financières et les gérants de fortune dans la rétention des talents, dans l'attractivité aussi pour attirer de nouveaux talents. On a aussi pu accompagner le changement en trouvant les bons candidats avec les nouvelles compétences et les nouvelles connaissances qui sont souhaitées aujourd'hui.
qu'elle soit sur la finance classique, sur la fintech, sur tout ce qui est crypto et sur la finance durable qui devient aussi un élément qui va gagner en importance aussi à travers les années. Alors, vous parliez des candidats justement. On a souvent l'impression que, en tout cas pour les vieux que nous sommes, vous et moi, que la culture du travail a beaucoup changé, que les nouvelles générations n'ont pas les mêmes critères et les mêmes besoins qu'il y a quelque temps. Plus de flexibilité, quête de sens, c'est des choses que vous constatez. Est-ce que c'est aussi valable pour une industrie comme la finance? Alors c'est d'autant plus valable pour une industrie pour la finance, qui est une industrie qui a besoin en fait de ces ressources-là qui sont aussi bien au fait des nouvelles technologies, hein, par exemple, et qui sont peut-être aussi en termes d'âge aussi proches des attentes de leurs clients. Donc oui, les banques, comme toutes les autres entreprises, doivent suivre aussi le mouvement et les tendances. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les cycles des tendances sont des cycles de plus en plus courts. Donc on a vu sur la période du Covid ou l'après-Covid, où quelque chose qui était totalement impensable dans les banques, le télétravail, est devenu tout d'un coup faisable, voire même encouragé. On a vu les banques, même pendant 1 ou 2 ans après le Covid, continuer avec cette tendance-là, une semaine sur 2, etc., dans les bureaux. Et on n'est que 3 ans plus tard et on voit déjà un nouveau cycle avec avec aussi un retour au bureau. Oui, il y a pas mal de banques qui l'ont totalement interdit d'ailleurs là. Ouais, aussi, ouais. Moi, j'ai travaillé aussi dans les banques pendant très longtemps, les banques que vous connaissez également. Et il n'était même pas question d'emmener un ordinateur portable à la maison avec toutes les données qui peuvent s'y trouver. Donc maintenant, en fait, quand on a des candidats, quel que soit le niveau, on a aussi besoin de vendre la banque. On doit vendre la banque. Peut-être pour citer 2 exemples, vous prenez Swissquote. Swissquote est une banque qui était précurseur hein, dans la banque sans banquier, comme ils disaient un temps, ou la banque digitale avec leur plateforme. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même à Gland. Donc pour attirer des candidats principalement de Genève, voire de Lausanne à Gland, ils devaient aussi créer quelque chose, créer un espace de travail qui donnait aussi envie aux gens de venir. Ils ont un pub à l'interne, enfin, ils créent aussi beaucoup d'événements, etc. Et on voit plus récemment aussi Lombardier, bien avant qu'ils déménagent dans ce nouveau bâtiment magnifique à Bellevue, ils avaient déjà entamé une mue aussi au niveau de leur communication et au niveau des produits aussi qu'ils proposaient. Donc non, vous savez, moi je travaille aussi dans l'accompagnement, y compris aussi des banquiers. Et il y a 10 ans en arrière, quand on parlait à un banquier de créer un profil LinkedIn, c'était genre, no way, jamais je ferais ça, notre profession c'est la discrétion. Les banques elles-mêmes communiquaient peu et aujourd'hui on voit que les banques ont une stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux, y compris sur des réseaux sociaux moins professionnels. Il y a une activité de communication de marque employeur qui est... Exactement. Marque employeur et aussi pour attirer les clients. C'est une question que je me suis toujours posée avec les boîtes de recrutement. On doit faire valoir les valeurs et les attraits de l'employeur qui cherche à pourvoir un poste, mais souvent en tant que recruteur, on peut pas divulguer le nom de notre client, donc de la banque qui recrute. Donc comment est-ce qu'on fait pour demander à quelqu'un s'il est motivé par un poste sans pouvoir lui dire où c'est? On va dire que ça dépend des mandats. Il y a des mandats où effectivement, c'est des mandats qui sont extrêmement confidentiels. Donc on ne peut pas divulguer le nom de la banque, peut-être parce qu'une personne est toujours en poste, etc. Et il y a d'autres situations où on peut divulguer le nom de l'employeur. Après, voilà, c'est un métier, hein, donc on a aussi des arguments, parce qu'il faut savoir que nous, on travaille vraiment en approche directe, hein, ce qu'on appelle la chasse de tête. Donc les candidats ne sont pas des candidats. Nous, on approche des personnes qui n'ont Rien demandé et on doit les transformer en candidats. Donc on doit avoir des arguments qui vont transformer quelqu'un qui n'a rien demandé en candidat potentiel. Donc c'est toute la science de donner assez d'informations pour attirer la personne sans en divulguer trop. Et c'est vrai que sur une place financière pas si énorme que ça, on est quand même très prudent.
parce qu'ils ont peut-être déjà été contactés à un autre moment, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui travaille là-bas, etc. Donc c'est notre métier finalement est très proche de celui des banquiers, quoi. On garantit la confidentialité et la discrétion. Ouais. Donc en parlant de recrutement, forcément, on va parler de turnover, donc du roulement naturel qu'il y a des employés dans les entreprises. Ouais. J'ai pas envie de dire que c'est les chaises musicales, mais je veux dire, quand on a observé assez longtemps l'industrie, on a l'impression que tout le monde a presque travaillé partout. Est-ce que c'est juste une impression et est-ce qu'on risque pas d'avoir une industrie, une place financière hyper homogène? Tout le monde a travaillé partout et tout le monde fait la même chose de la même façon? Ah non, je pense pas, parce qu'il y a des cultures qui sont très fortes dans les banques ou dans les sociétés financières. On a pu voir ces dernières années des banquiers qui souhaitaient créer leur propre structure. Donc souvent, ils restaient clients, ils devenaient employés à clients de la banque et leurs clients restaient aussi dans les portefeuilles de la banque. C'était aussi un moyen pour les entreprises, pour les banques, peut-être d'avoir une meilleure gestion de la masse salariale tout en gardant les clients. Le banquier cherche, enfin l'employé de banque cherche aussi, comme tout le monde, améliorer la qualité de vie. Peut-être que quand on travaille pour un gérant, les tout petits gérants en ont vers un peu moins. On a vu pas mal de consolidation aussi au niveau de cette activité de gérant indépendant à cause ou grâce aux différentes régulations qui sont aussi arrivées. Ça coûte plus cher et c'est moins rentable d'être on va dire un gérant en one-man show, un peu. Mais ça, c'est quand même toujours attirant d'emmener ses clients dans sa propre structure tout en restant dans la banque pour proposer peut-être une gamme de produits qui va être aussi peut-être un peu plus diversifiée. Non, les banques ont tout intérêt à garder leurs ressources, surtout si on parle de gestion de fortune. Les clients sont reliés à la banque, mais sont aussi reliés À l'individu. à l'individu qui s'occupe d'eux. Mais c'est pareil aussi dans notre industrie. Si je fais le parallèle avec l'industrie du recrutement, les clients, qui sont donc les entreprises qui en datent, travaillent avec une personne dans un cabinet. Et dans les banques, voilà, on travaille avec Romain qui est chez HSBC ou dans une autre banque. Donc en fait, il y a les mêmes mécaniques dans le recrutement que dans la banque privée où on voit qu'il y a un lien, une certaine loyauté qui se fait entre le client et son service provider. Ouais. Bon, en fait, je pense qu'on peut étendre ça à toutes les activités commerciales ou d'account management. Bien entendu, il y a l'institution au-dessus de tout, la banque ou le groupe RH, etc. Mais après, c'est la relation individuelle que tu as avec la personne qui s'occupe de ton compte ou qui s'occupe des mandats avec toi. Donc, le challenge, bien entendu, des banques, c'est de rester assez attractive pour ses employés et attractive pour les clients qui traitent directement avec les employés. D'où l'impossibilité de se reposer sur ses lauriers, que ce soit en termes de structure ou que ce soit en termes de type de produit qu'on peut vendre, facilité, même de pricing, etc. Ouais. Ça me permet de faire la transition vers un service que vous proposez chez Grant Alexander, l'interim management. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? L'interim management, pour faire peut-être une analogie assez connue sur la place ici en Suisse et à Genève, c'est des missions temporaires, mais de haut niveau. On pourrait appeler ça, d'ailleurs, en termes purement légal, l'interim management dépend de la loi sur la location de services, comme le placement temporaire. Par contre, c'est des missions plutôt à un haut niveau stratégique qui peuvent intervenir dans la plupart du temps deux types de situations. On appelle ça des missions relais, c'est-à-dire un CFO, parfois un CEO également, des RH ou quelqu'un avec une position stratégique et opérationnelle vraiment clé dans l'entreprise,
est absente, a quitté l'entreprise, etc. Donc, le client va nous appeler et à la différence du processus pour un mandat de chasse de tête, on est sur 48 heures, 72 heures pour arriver non pas avec une longue liste ou une short list, mais avec une très short list, avec peut-être 1 ou 2 personnes. J'ai le bon candidat ou la bonne candidate par rapport au contexte, aux besoins et aux spécificités de cette mission. Donc en fait, enjeu extrêmement élevé, Ouais, timeline hyper serré, exactement. c'est de la haute voltige. En fait, ce n'est pas de haute voltige parce que notre rôle, c'est de créer une communauté de managers de transition. Alors voilà, mais qui est sur le marché et sous 48 heures peut dire oui, je peux faire CEO ad intérim pendant ce mois? Alors, il y a des managers de transition de métier, donc des gens qui ont choisi ce mode de vie pour la diversité. On change de mission. C'est des missions qui sont en moyenne entre de 8 à 12 mois à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu moins de routine, il y a toujours un gros challenge derrière. Et il y a un aspect que les managers de transition de métier apprécient énormément, c'est il n'y a pas d'enjeu politique. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui forcément veulent être calife à la place du calife. Alors parfois, ils peuvent postuler pour rester. Ça peut arriver souvent, c'est des missions donc ça c'est le deuxième cas, peut-être je reviens dessus après. Mais les managers de transition de métier apprécient le fait de ne pas avoir, ils ne sont pas en campagne électorale, si on peut comparer avec les politiciens, hein, qui déjà à mi-mandat pensent déjà à l'élection prochaine, quoi. Donc là, ils sont vraiment, on va dire, affranchis des pressions qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est donc le management relais. Et puis après, il y a un deuxième type de mission qui sont des managements qui s'apparentent au management sur de transformation ou donc des managements du management de projet, par exemple. Donc transformation numérique, digitale, des missions spécifiques, par exemple dans l'industrie, de revoir les processus, etc. Donc c'est des missions qui ont un objectif extrêmement défini. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en Suisse parce que c'est pas une fonction qui est très connue Ouais. sur la place. Alors en Suisse, le management de transition, exécutive intérim, interim management, hein, c'est la même chose, n'a pas la même place qu'on va trouver par exemple en France, en Angleterre, en Allemagne, donc dans la plupart des grands pays qui nous entourent, où là le management de transition est clairement évangélisé. Il y a une raison législative, on va dire, ou liée au droit à la loi sur le travail, qui en Suisse est relativement souple et qui est moins souple aussi dans les pays qui nous entourent. Donc le fait d'engager quelqu'un qui est externe, on va dire, au niveau du payroll de l'entreprise, a un avantage certain. D'autres challenges à nous en Suisse, je parle de Grant Alexander Suisse et les autres entreprises qui le font, il y en a qui sont sur ce marché-là depuis quelques années déjà, c'est de ne pas avoir uniquement, on va dire, la facilité pas de contourner, mais de pouvoir engager et se séparer de quelqu'un à la fin d'une mission beaucoup plus facilement. En Suisse, c'est aussi de voir la plus-value réelle d'avoir quelqu'un avec un œil externe qui est productif, day one, comme on dit, hein, c'est du plug and play. Et c'est là notre grand challenge où on va être beaucoup plus, on va dire, c'est de la haute couture. On va dire, la chasse de tête, c'est aussi de la haute couture, mais on a une marge de manœuvre peut-être un peu différente. Sur le management de notre transition, on doit vraiment trouver la bonne personne. Et donc votre scope de recherche, c'est quoi? C'est la Suisse romande, la Suisse, l'Europe, le monde? Alors ça dépend de nos clients. Il y a des missions où un des critères, c'est de bien connaître le marché, d'avoir une excellente connaissance aussi de la culture par rapport à la culture locale, on va dire. Donc là, on ne va pas aller chercher quelqu'un forcément en Angleterre, en Italie ou en France, dans une entreprise où la culture locale doit être très forte. Donc on va chercher en Suisse, mais on a la possibilité d'aller chercher également à l'étranger. Donc là, imaginons, scénario catastrophe. Ouais. Je suis une petite banque privée romande. Le CEO décède.
Euh, J'appelle Romain, Grant Alexander, je dis on a besoin d'un CEO dans 3 jours pour faire la transition le temps qu'on trouve quelqu'un. Ouais. Il se passe quoi? Eh ben, on va aller voir cette banque et on va essayer de récolter un maximum d'informations pour voir si on se positionne aussi ou pas sur la mission. Notre but n'est pas de dire oui et ensuite on n'arrive pas à servir, donc on va se positionner sur les missions pour lesquelles on aurait la possibilité vraiment de répondre. Donc en fait, croiser le cahier des charges avec votre réseau. Avec notre réseau, il faut savoir qu'on a notre réseau et on a notre communauté de managers aussi. Donc une communauté de managers, c'est des gens qui ont déjà travaillé pour nous ou qui ont le souhait de travailler pour nous, que nous on a approché aussi pour travailler pour nous. Et Et vous avez un réseau européen aussi? on a un réseau, en fait on a un réseau mondial parce que Grant Alexander Suisse, tout comme Grant Alexander France, on est les représentants pour la Suisse et pour la France, pour le groupe, pour le réseau InterSearch. Donc le réseau InterSearch, c'est un réseau à la base de groupes de chasse indépendants, donc qui ne font pas partie d'un grand groupe, comme on les appelle dans les Shrek, dans le milieu. Donc, mais c'est pour pouvoir offrir le même service que pour offrir une entreprise internationale qui est en marque propre dans une dizaine de pays. Nous, on n'est pas en marque propre, à part la Suisse et la France, mais on a accès à un réseau de chasseurs de tête dans plus de 50 pays à travers le monde pour mener en fait soit les recherches de candidats, mais surtout de travailler sur des mandats internationaux en France, ensemble. Pardon. Donc, un client en Suisse qui ouvre un bureau à Dubaï ou qui a des bureaux à Dubaï pourrait passer par nous et nous on regarde avec notre partenaire qui sont des acteurs locaux qui connaissent le marché. Nous on ne connaît pas le marché, par contre on connaît des gens qui connaissent. Et on va travailler ensemble. Moi je vais maintenir la relation avec mon client genevois et puis je vais faire le lien avec mon partenaire aux Émirats Arabes Unis. Pour le management de transition, je tiens aussi à souligner que donc il y a des managers par métier qui ont leur propre SARL, SA ou qui sont inscrits comme indépendants. Pas obligé de le faire, on peut aussi passer par des sociétés de payrolling, hein, si on veut pas. Le portage salarial? Portage salarial. On utilise plutôt le terme payrolling aujourd'hui. Mais il y a aussi des personnes qui font pas ça par métier, mais qui découvrent peut-être dans une période de transition professionnelle, transition de carrière, où trouver un emploi fixe est peut-être un peu plus compliqué pour diverses raisons, de marché, d'opportunités, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans le management de transition, et ça c'est un message très important pour les gens qui nous regardent aujourd'hui ou qui vont nous voir en replay, c'est que c'est une fonction qui valorise l'expérience. Où on a souvent tendance à se sentir, j'ai 47 ans, où les gens parfois se sentent un petit peu, où on a l'impression que le marché nous renvoie qu'on est déjà un peu machin, etc. Ce qui n'est pas vrai pour la recherche d'emploi de façon générale, ou en tout cas ce n'est pas systématique. Mais par contre pour le management de transition, les missions d'exécutif intérim, les cheveux gris, l'expérience est plus que valorisée. Donc ça c'est aussi un message important à faire passer, qu'on peut aussi se repositionner sur des missions d'interim management en attendant peut-être son prochain contrat fixe. Oui, parce que justement, on parle souvent des seniors, entre guillemets, des gens à qui il reste 10-15 ans à tirer. Ça commence à devenir de plus en plus dur de trouver du boulot, qu'on va chercher plutôt des jeunes, plus à l'aise avec la tech, moins cher. Ouais, ou disons que c'est parfois aussi plus dur parce qu'on est peut-être arrivé à un niveau de sa carrière où il y a moins d'opportunités que quand on la commence. Donc c'est aussi assez logique. Mais quand il faut remplacer une personne clé dans une entreprise, il faut qu'on remplace avec quelqu'un qui a un niveau d'expertise qui se rapproche. Donc l'expérience n'est pas remplaçable par un MBA il y a 25 ans, quoi. C'est un peu comme un super bon joueur de foot qui fait les 5 dernières années de sa carrière en super remplaçant. Exactement, il n'a peut-être pas envie de jouer les 90 minutes. Par contre, il a la capacité d'apporter une vraie plus-value sur le dernier quart d'heure ou la moitié de la première mi-temps, la moitié de la deuxième mi-temps en fait. Ouais. Changer d'équipe au milieu du match, pourquoi pas. Donc oui, et bien entendu, pour les missions d'intérim,
Il y a tous les contrats de confidentialité, etc., qui sont aussi garantis, quoi. On va parler de quelque chose d'un petit peu moins marrant là. Ouais. Crédit Suisse. Ouais. On est en train d'absorber le choc. On voit qu'il y a beaucoup d'histoires individuelles qui sont tragiques, des gens qui peinent à retrouver du travail. On en est où concrètement sur le marché du travail en Suisse, à Zurich? C'était quoi l'effet Crédit Suisse? Je pense qu'il est encore difficile à mesurer concrètement. On parle beaucoup du Crédit Suisse, mais d'autres banques ont déjà fait et vont faire des réorganisations qui sont dues à des nouvelles réglementations, qui sont dues à des accès à certains marchés, qui sont dues à des économies également, à la transformation digitale, etc. Il peut y avoir parfois une inadéquation entre peut-être les personnes qu'on a dans les équipes et les personnes dont on a besoin. Il ne faut pas oublier, c'est aussi un message qu'on passe souvent aux gens, on est tous responsables de notre carrière et du développement de notre carrière. C'est vrai que quand on travaille, qu'on a un petit peu la tête dans le guidon, on ne pense pas forcément aux compétences que je devrais développer pour rester bien dans la course, mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire, bien entendu. Ça fait partie de vos activités de conseil, d'accompagnement? Alors ça c'est sur la partie vraiment d'outplacement Oui. que Grant Alexander fait et que Grant Alexander fait avec Futura 21. Donc Grant Alexander Suisse, c'est la société sœur de Futura 21 qui a rejoint le groupe Grant Alexander en 2024. Et on a cette expérience et cette expertise de l'outplacement. Donc de l'outplacement, on appelle ça souvent du coaching de transition de carrière, mais bon, finalement c'est du coaching de carrière, quoi. Ouais. Et souvent là, effectivement, on rencontre des gens qui souffrent d'avoir été 100% dévoués à leur mission, à leur employeur, et qui ont oublié de penser à faire leur propre bilan technique. Est-ce que j'ai encore les compétences? Et qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans, etc. Pour revenir à votre question du Crédit Suisse, si on fait un peu de fact-checking versus le sentiment peut-être d'insécurité ou de peur qui est généré par ces changements, d'un point de vue de fact-checking, le niveau d'emploi de la place financière globale en Suisse est resté super stable ces dernières années. Donc c'est pas comme si on avait vu des réductions d'effectifs qui étaient massives. Hein. Donc c'est soit les gens ont réussi à rebondir ailleurs, soit il y a d'autres créations de postes. Il y a d'autres créations de postes dans les mêmes entreprises. On voit que quand une entreprise, on sait qu'elle licencie, on va sur les sites d'emploi, puis on voit qu'il y a 150 postes ouverts dans la même entreprise. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a un gros changement. On ne peut pas nier que la situation est difficile pour beaucoup de monde dans la banque, mais également dans d'autres secteurs. Hein. On va dire tous les secteurs sont soumis aux événements sociopolitiques, économiques du monde, quoi. Hein. C'est pas que les banques. À parler à ceux qui travaillent dans l'industrie de l'exportation, qui sont passés des 39% à peut-être 15%, certains 0%, etc. Tout ça en 3 mois. Avec le franc toujours. Avec le franc qui est très fort, etc. Donc, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une industrie qui est plus à plaindre qu'une autre. Je pense que tout le monde est... je pense que ouais, le monde, de façon générale, et le monde du travail par ricochet, ce sont des mondes où il faut se battre. Rebondir, s'adapter. Faut rebondir, s'adapter, accepter le challenge. Se former. Se former, bien entendu, se former. Soigner son réseau pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aussi envisager peut-être d'autres carrières grâce au feedback. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore exister sans LinkedIn? Ah ouais, ce serait grave s'il fallait être sur les réseaux sociaux pour exister. Parce que professionnellement, c'est vrai qu'en tout cas ici, en Suisse, on sent que... Partout. D'ailleurs, et ça c'est le recruteur qui parle, si un jour LinkedIn décide de limiter les accès, d'augmenter les prix, ce qu'ils font déjà énormément, il ne faut pas oublier que c'est Microsoft derrière. Donc les prix ont énormément changé, autant pour les entreprises
que pour les particuliers qui veulent avoir qui ont des comptes payants. Donc c'est clair qu'on est quand même un tout petit peu à la merci de ce réseau qui n'a pas vraiment de concurrence, hein. On la cherche, hein. En France, il y a eu Viadeo pendant un certain temps, mais ils ne sont plus là. Xing, mais en tout cas en Suisse romande, voilà. Donc non, c'est important d'avoir une visibilité. Et ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que ce n'est pas anonyme. C'est qu'on risque peu de se faire, comment on appelle ça dans la communication, troller ou attaquer ou des choses comme ça. Donc on peut dire son avis, même si ça divague, ou diverge de plus en plus vers du privé, et des fois moins vers le professionnel. Ceci dit, c'est quand même une plateforme où on peut mettre en avant son expertise, mais après ça ne remplace jamais de soigner son réseau en sortant et en rencontrant un maximum de personnes. L'intelligence artificielle, Ouais. ça vous fait peur? Non. Moi, c'est plutôt la question qui réjouit. Parce que il y a, bon, comme dans beaucoup d'industries, le recrutement, on l'a pas mal entendu, l'IA va remplacer les recruteurs, les RH, la sélection des candidats. Non. Non. L'IA est depuis longtemps, ou des outils sont depuis longtemps des aides dans le recrutement. La HR Tech, tout comme la MedTech, la FinTech, etc., est un marché qui pèse des milliards, des milliards. Ça ne date pas des 2 dernières années, ça date déjà de très longtemps. Donc, je dirais que l'IA est une opportunité pour les recruteurs d'identifier comment on peut gagner en efficacité à l'interne, parce qu'on est quand même un business qui est lié quand même à la productivité, donc le temps, hein. Donc plus rapidement on travaille sur des mandats, plus de mandats on peut traiter, et ça c'est pareil pour beaucoup d'industries. Donc la question c'est pas d'avoir peur que l'IA nous remplace, la question c'est plutôt comment l'IA peut nous aider à gagner en efficacité pour passer justement plus de temps avec les humains. Et ça, c'est peut-être aussi la force de faire partie d'un groupe plutôt que d'être indépendant dans votre métier. Disons que nous, on a la chance de... Alors, personnellement, j'ai toujours été intéressé par les évolutions technologiques, l'IA et d'autres outils. Le groupe Grant Alexander est assez précurseur sur beaucoup d'outils, que ce soit au niveau de la prise de notes, au niveau de la rédaction, de l'aide à la rédaction des rapports pour les clients, etc. Quand on parle aussi d'assessment, parce qu'on a aussi un assessment center, donc pour la rédaction d'études de cas, etc., qui avant nous prenaient énormément de temps. Aujourd'hui, on va créer une étude de cas de façon hyper qualitative, en amenant toujours notre touche. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la paresse, en fait, de se contenter, voilà, de se contenter de ce que l'IA va nous proposer. J'ai mon ami Fred Dumenal qui m'avait parlé, qui parlait du workflow, quelque chose comme ça. Le workflow, c'est quand tu fais un prompt et puis ça te génère un rapport, tu ne le lis même pas, puis tu l'envoies à ton client. Un grand cabinet d'audit avait transmis une fois que je me lance là-dedans. Si. Ah oui. Nous, ça... Non, mais c'est une histoire assez connue. Un grand cabinet d'audit avait transmis un rapport généré par l'IA au gouvernement australien. Le gouvernement, pour pas mal de pour une grosse facture. Ouais. Et le gouvernement australien s'était rendu compte qu'il y avait des choses qui ne jouaient pas dans le rapport à plusieurs niveaux. Puis ils sont retournés vers ce grand cabinet d'audit en disant « Attendez ». Donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans la facilité et la paresse. Ça reste un assistant. Mais c'est un assistant qui peut vraiment nous faire gagner en efficacité. Et si nous, on gagne en efficacité, tout le monde en profite, nos clients, tout comme les candidats. Donc ouais. Il y a beaucoup d'outils, mais nous, on l'utilise vraiment pour simplifier la vie de nos équipes et améliorer aussi l'expérience client et l'expérience candidat, et qui est finalement le socle sur lequel on est assis, quoi, pour être clair. Romain Bob, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
Voilà, merci d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.